premiers intervenants seront Sophie Oran, chargée de mission Natura 2000 à l'établissement public territorial de bassin Saône-et-Doubs, et Alexis Révillon, chargé d'études et éducateur à l'environnement à la LPO Côte d'Or et Saône-et-Loire. Je leur laisse la parole. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, donc Sophie Oran, en charge de l'animation des sites Natura 2000 de la vallée du Doubs, et puis donc Alexis, mais qui se présentera après. On souhaitait vous parler d'un exemple de cohabitation. Alors le terme est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas de vie entre hommes et oiseaux sur la vallée du Doubs, qui est un site majeur pour la reproduction de pas mal d'espèces protégées. Et donc au travers notamment de l'activité canoë, donc avec Patrick Ebel, on a déjà pas mal travaillé là-dessus, dans le cadre notamment d'un arrêté préfectoral. Donc je vous propose qu'on aille voir tout ça, si ça marche. C'est bon. Donc juste pour situer le contexte, donc la vallée du Doubs, le territoire dont il va être question, se situe entre Dole et la confluence, donc Dole qui est là-haut, et la confluence avec la Saône qui est par là, voilà. Donc pour faire un petit rappel sur toutes les protections existantes sur le territoire, donc on a en 82 la réserve du Girard, située à la confluence entre le Doubs et la Loue. Pour ceux qui suivent les actualités de travaux, elle a fait parler d'elle ces derniers temps, puisqu'il y a eu toute une action de désenrochement des travaux, d'une partie des travaux des années 60 qui visaient à endiguer cette rivière. Et donc là, une partie des enrochements ont été supprimés, et donc la crue qui vient de passer là ces derniers jours commence déjà à faire ses effets sur ces berges libérées. Un autre groupement de protection qui concerne la protection des grèves du temps où les extractions de galets se faisaient directement dans le lit de la rivière. Donc un arrêté préfectoral de protection de biotopes qui date de 1992. Ensuite est arrivé l'outil Natura 2000 avec la mise en protection de l'ensemble de la vallée qui représente à peu près 8000 hectares. Et puis le contrat de rivière de la vallée du Doubs qui lui vise davantage tout ce qui est enjeu lié à la qualité de l'eau et la ressource. Donc le secteur qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui est celui qui va viser à la fois l'arrêté préfectoral et la zone Natura 2000 en Saône-et-Loire. Donc je vous ai fait un zoom d'une carte donc, qui est à disposition, que je vous ai remise dehors, qui est donc la zone de l'arrêté préfectoral, mais j'ai l'impression que ça ne sort pas très bien sur la carte. Donc on a tout un périmètre, on a à peu près 1500 hectares de zones protégées réglementairement. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ça faisait suite aux extractions en rivière, puisqu'on avait la quasi-totalité des bancs de gravier qui avaient disparu pendant les 30 années d'exploitation des granulats à même le lit mineur du Doubs. Et tout le cortège d'oiseaux qui dépendait de ces bancs de gravier qui régressait. Et donc, Régis Desbrosses, ici présent, pourra témoigner de la mise en place de cet arrêté préfectoral, puisqu'il était à l'origine de l'alerte sur le territoire pour préserver ce joyau de biodiversité. Alors, des espèces à enjeu, je l'ai évoqué. Donc, une espèce phare, alors parmi les 120 espèces nicheuses qu'on peut retrouver sur ce petit secteur de vallée du Doubs, qui en fait la deuxième zone la plus riche de Bourgogne après la réserve du Val-de-Loire. On a 12 espèces qui sont particulièrement menacées sur la zone, dont la gorge bleue que vous avez ici en photo, qui est en danger critique. Et puis 12 espèces en tout, dont 11 qui sont inscrites à l'annexe 1 de la directive oiseaux, puisque je vous rappelle qu'on est en site Natura 2000, donc c'est une de nos entrées aussi de travail. Et donc plusieurs espèces qui font l'objet d'une surveillance régulière du fait des faibles effectifs des populations. Donc l'asterne pierre-garin en tête, le dicnème criard, évidemment la gorge bleue qu'on avait évoquée. Et puis le petit gravelot, qui est un habitué de ces milieux très, très modifiés. Donc on évoquait un peu la perception que peuvent avoir les usagers sur ces milieux-là. Donc cette année, on a une service civique qui a été embauché par la OMSL grâce à des fonds de l'Adréal pour animer un peu cet arrêté préfectoral de protection de biotopes. Donc on a une enquête qui a été menée pendant toute la saison entre le mois de juin et le mois d'août auprès de toutes les personnes qui ont été rencontrées par la service civique, donc Ambre Leclerc,
qui a pu faire un peu un retour sur les attentes, les pratiques, etc. par les personnes. Donc là, par exemple, pour les activités recensées sur la zone, donc auprès de 97 personnes qu'elle a rencontrées, on voit que l'activité pêche est évidemment une des grosses attractivités sur le territoire. Vient ensuite la baignade, etc. Et on voit qu'il y a quelques personnes qui viennent également pour le travail. Donc c'est toujours des informations intéressantes à récolter. Donc ce qui va nous intéresser ici par rapport à notre entrée activité, c'est évidemment l'activité pêche, avec l'usage notamment des barques qui peuvent naviguer sur le Doubs, et puis l'entrée canoë. Donc on voit qu'il y a un peu moins d'une dizaine de personnes qui ont rempli ce questionnaire au titre des canoës. Donc il faut comprendre que les canoës, évidemment, étaient davantage sur le Doubs que sur les berges où se trouvait Ambre. Donc ça peut expliquer aussi ce biais dans la fréquentation. Et puis, comme on l'évoquait ce matin, tout ce qui est usage, les raisons pour lesquelles les gens sont amenés à venir sur le territoire. Donc sur 239 résultats obtenus, donc on voit que la naturalité arrive en tête. Donc on est vraiment sur cette recherche de milieux de bonne, de bonne qualité, esthétique, paysagère, etc. Et puis, il y en a qui viennent là par hasard, qui ont dû voir de l'eau et puis qui, du coup, se sont dit, tiens, pourquoi pas. D'autres promener son chien, donc ça avait été évoqué ce matin aussi. Oui, il y en a qui ne cherchent finalement qu'un petit espace de pelouse pour aller sortir le Médor sur les bords de la rivière. Donc ça reste quand même des choses intéressantes parce que finalement, quand on est dans son rôle de gestionnaire, on fréquente le territoire au travers notamment des élus et autres acteurs institutionnels avec lesquels on va graviter. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui était en permanence présente sur le territoire, notamment pendant les week-ends et autres, a permis de toucher un public que finalement on ne voit généralement pas, ou qu'on ne prend pas le temps d'aller voir, en tout cas, quand on est amené à gérer ces types de sites. Alors, toute une série de difficultés rencontrées, vous en doutez. Donc, on parle des oedicnèmes, sternes et petits gravelots, qui sont des oiseaux qui vont nicher à même les grèves. Donc, le gros enjeu, ça va être tout ce qui est accès aux grèves. Donc, l'arrêté préfectoral réglemente l'accès à certaines de ces grèves, notamment par rapport à la connaissance qu'on en a de l'utilisation par les espèces. Là, on est sur un dérangement qui est immédiat et qui peut être irréversible. S'il y a un débarquement sur une grève sur laquelle les oiseaux sont en train de couver et donc risque d'écrasement, s'il y a des chiens qui accompagnent ces personnes, on a un risque pour les poussins, etc. Donc on a un souci de vraiment non-accès sur ces grèves en toute saison, en toute période pendant leur période de reproduction, puisque chaque intrusion peut s'avérer dramatique pour les oiseaux. Et puis évidemment, tout ce qui est lié au camping sauvage, l'entretien ou destruction de ripisylves, parce qu'on se rend compte depuis quelque temps que la nature devient l'appropriation de tout le monde, au sens où chacun en fait ce qu'il veut selon ce dont il a besoin de faire. Donc on a eu cette année le cas d'une place de pêche qui a été créée en plein dans une forêt alluviale, sur le domaine public fluvial, sans rien demander à personne. On s'est retrouvé avec 50 mètres de forêt défrichée sur 15 mètres de large, et puis un accès entièrement privatisé aux besoins des personnes en question. On a des rêves parties aussi, oui, parce que c'est facile, hein, la basse vallée du Doubs est tellement isolée qu'il y a des secteurs sur lesquels c'est bien plaisant de pouvoir se retrouver. Donc on retrouve généralement les restes après coup. Les gens, même les élus, ne se rendent pas forcément compte d'activités de ce type qui peuvent se dérouler, des rassemblements qui sont hyper rapides, qui vont durer une nuit, et puis après le lendemain, il n'y a plus personne n'est là. Donc ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer. Alors contrairement à ce qui était évoqué sur le Marais de Saône, on a un public très diversifié qui vient de pas mal de pays limitrophes, et on a une grosse activité de pêche à la bouée, donc qui était jusque-là un problème. Normalement, ça ne le sera plus, puisque dans la révision de l'arrêté préfectoral, on a maintenant une interdiction de pêcher à la bouée dans le périmètre de l'arrêté, à la demande des pêcheurs locaux avec qui il y avait des gros soucis de rivalité de pratique, et qui voyaient d'un mauvais œil toutes ces installations mises en place et qui vont souvent de pair avec le camping sauvage. Donc il y avait un réel conflit d'usage. Quelques rares prélèvements de matériaux, mais qui existent encore, surtout maintenant que le Doubs
a été laissé tranquille depuis maintenant une trentaine d'années. Et on observe de nouveau des gros bancs de gravier. Et donc, le Doubs n'est pas propre, donc on peut aller se servir dedans parce que ça gêne, quoi. Tous ces cailloux, là, c'est pas normal qu'il y ait tout ça. Donc, voilà, ça suscite beaucoup d'intérêts divers et variés. Et puis les stationnements de véhicules sur grève, souvent le fait de pêcheurs, souvent le fait de gens extérieurs, parce que c'est plus simple d'aller se garer directement au bord du Doubs pour pratiquer ces activités en tout genre. Donc voilà, on se retrouve confronté, et généralement on se retrouve derrière avec les déchets qui restent sur place, évidemment. Donc on consomme, c'est de la consommation de nature à son unique profit. C'est encore moi. Donc il y a des outils qui existaient depuis la mise en place de l'arrêté préfectoral de protection de biotopes. Donc là, vous avez ces anciens panneaux qui ont été changés dans les années 2012-2013, suite à la révision de l'arrêté, qui vient d'être révisé, puisqu'on est sur une rivière mobile, donc besoin d'ajuster régulièrement les cartes d'information et de réglementation. On a désormais un suivi régulier des oiseaux cibles sur le territoire, et puis notamment la mise en place d'une présence quasi continue pendant la période la plus sensible qui s'étale du mois de mai jusqu'au mois d'août. Une information régulière auprès des communes et autres usagers, et un partenariat étroit avec les activités sportives. Donc je reviens sur le canoë, puisque ça reste la première première activité, en tout cas enregistrée, pratiquée régulièrement sur le site, puisqu'on a un loueur de canoë qui est situé à 20 km, même pas 15 km en amont de cet arrêté préfectoral, et qui propose des départs en différents points, et donc des arrivées en différents points du site, et notamment à l'intérieur de l'arrêté préfectoral. Donc on a amorcé un travail avec l'aide de l'Adréal, avec l'aide du service civique, de la service civique, pour l'accompagner dans toute cette pédagogie à avoir auprès des usagers. Alors, le rôle de la LPO dans tout ça, c'est d'articuler un peu la réglementation, les usagers et la préservation, donc, des espèces nicheuses. Donc on a plusieurs volets d'action. Le premier, c'est la surveillance. Donc c'est la première action qu'on a mis en place avec un système entre guillemets d'éco-garde, testé en 2015 par une stagiaire de l'EPTB qui s'est révélé très positif, et puis qui avait commencé à dialoguer avec les gens pour connaître un peu les usages et les raisons de la venue des personnes sur le site. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à cerner un peu notre public. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une présence sur le terrain, qu'on fasse le lien entre la biodiversité et puis les gens qui ont souvent très peu de connaissances en la matière. Et donc on a développé ça en 2017. Alors pourquoi il n'y a rien eu en 2016 ? Parce qu'il y a eu des crues très tardives qui ont fait qu'il y a eu 0 reproduction cette année-là, donc c'était pas la peine de déployer le système en 2016. Donc on a recommencé en 2017, donc avec une service civique. Et là, en fait, on a 2 stratégies. Soit on reste en poste fixe, on est sur une zone parce qu'il y a un intérêt ornithologique très fort, par exemple des sternes qui couvent, et on veut que pendant notre présence, il n'y ait aucune perturbation. Donc on reste au même endroit, ou alors en mobile, parce que la rivière, le secteur, il fait 20 km de long. On a plusieurs sites de nidification, donc rester toute la journée au même endroit, c'est aussi priver de surveillance d'autres sites qui peuvent être atteints par des infractions. Donc voilà, il y a deux méthodes. Et en 2018, on a encore développé ça en prolongeant la période jusqu'au 15 août, parce que l'arrêté préfectoral va jusqu'au 31 juillet, mais avec les crues aussi printanières tardives de cette année, les sternes, au 31 juillet, n'avaient pas fini leur nidification. Donc on a poussé jusqu'au 15 août la surveillance. Donc cette année, ça a représenté 226 heures pour la service civique, et principalement le week-end. Donc après, il y a un volet connaissance. Donc ça, c'est essentiel pour savoir où les oiseaux nichent et où il faut surveiller et déployer nos actions de communication et de sensibilisation. C'est une rivière qui est incroyablement mobile.
Donc tous les ans, les oiseaux ne nichent pas au même endroit, loin de là. Donc il faut recommencer l'inventaire tous les ans. Donc là, juste à titre indicatif, en haut à gauche, vous avez les sites de nidification de Dicknem criard. En bas à gauche, la sterne. Et puis à droite, les couples de gorge bleue à miroir pour 2018. Et ça représente à peu près 70 heures de travail par un salarié par an. Donc après la surveillance, il y a tout ce qui est aspect com et sensibilisation. Donc depuis 2011, avec Sophie et Natura 2000, on fait des animations pédagogiques 2 à 3 fois par an. En 2015, donc, la stagiaire de l'EPTB avait commencé à sensibiliser les personnes qu'elle rencontrait sur le terrain, et toujours en relation avec l'ONCFS. En 2017, on s'est dit, c'est bien de leur parler, mais c'est aussi bien d'avoir des informations sur ces personnes, pour aussi adapter notre discours, adapter nos moyens de communication, et surtout récolter les attentes des gens et s'adapter vraiment à eux sur ce site. Donc on a construit un questionnaire et comme ça on récolte plein d'infos sur les gens. Donc genre question bête, vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous avez vu qu'il y avait des panneaux et est-ce que vous les avez lus? Donc certains disent oui, je les ai vus, je les ai lus, et il y en a plein qui disent oui, je les ai vus, je les ai pas lus. Alors, donc là on leur demande mais pourquoi vous les avez pas lus? Donc ils nous répondent et on adapte au fur et à mesure en fonction de ça. Donc c'est vraiment année après année, on teste, on tâtonne, on y va de manière empirique en fonction de l'expérience. Et puis en 2018, on s'est dit c'est bien de sensibiliser tous ces gens, mais tous ces canoës qui passent au milieu de la rivière, on n'arrive pas à les avoir, quoi. Et du coup, on s'est mis en relation avec le loueur de canoë, et le deal qui a été fait, c'est qu'à chaque fois qu'il a un départ de groupe, nous on y va. Donc le service civique se déplace les week-ends. Et fait un speech sur la PPB, sur les espèces, c'est l'importance de les préserver et que eux, dans leur pratique sportive, ils ont une grande responsabilité, donc c'est bien de respecter tout ça. Donc en 2018, on a sensibilisé 96 personnes qui pratiquaient cette activité. Et puis ce qui était super, c'est qu'au fur et à mesure du discours répétitif de la service civique, le loueur de canoë, il a assimilé ça, et les jours où on ne pouvait pas y aller, lui, il prenait le relais et faisait lui-même la sensibilisation. Et ça, c'est ce sera recherché les années futures, parce qu'on ne peut pas toujours, tout le temps, se déplacer. Donc le but, c'est que aussi les loueurs de canoë prennent le pli, en nous voyant, en donnant l'exemple, pour qu'ils fassent eux-mêmes la sensibilisation. Et puis voilà, on a posé beaucoup de panneaux, et puis on avait des newsletters pour informer aussi les gens du territoire qui étaient intéressés après leur venue d'avoir des nouvelles des oiseaux dont ils avaient fait attention pendant leur passage sur le dos. Donc voilà des types de panneaux. Donc la nouveauté en 2018, c'est le panneau à droite là sur les grèves, puisqu'en fait quand on prenait les gens en infraction sur le fait, ils nous disaient mais oui, mais on n'a pas vu de panneau, comment on sait que c'est interdit? Donc on a dit très bien, on va mettre des panneaux sur les grèves, et ça indique aussi aux kayakistes quand ils sont sur des zones particulièrement sensibles, ils voient d'un premier coup d'œil, vous voyez le message, il est très clair, très direct, et du coup ça les empêche d'accoster n'importe où. Ce qui va être mis en place en 2019, c'est des panneaux sur les berges pour dire attention, vous arrivez dans le tronçon concerné par la PPB. Si vous vous rappelez la carte de Sophie, il y a 3 tronçons. Et donc, il y aura des panneaux sur les berges pour dire on arrive sur les tronçons. Alors, l'effet pervers des panneaux sur les grèves, c'est qu'on n'en a pas pour toutes les grèves. Et que du coup, les gens, même dans les sites à PPB, quand ils ne voient plus de panneaux, ils se disent peut-être que là, on a le droit. Donc ça, c'était un peu l'effet pervers du système, mais il suffit juste qu'on déploie plus de panneaux. On n'en avait pas assez, en fait, pour que ce problème soit résolu. Et ensuite, en 2015, ce qui avait été très apprécié des personnes, c'est de les informer, quand ils arrivent sur les sites, il y a telle et telle et telle espèce qui niche. Donc on a fait le panneau que vous voyez à gauche, en rappelant la PPB, en disant qu'il y a de la sterne, de Dicknem tivigravo qui niche là où il se trouve, et on les demande de participer en respectant la PPB, de nous aider à protéger les oiseaux. Ensuite, sur les panneaux permanents, on a d'autres indications. Donc la période d'interdiction qui est couverte par la PPB du 1er mars au 31 juillet, la pêche à la bouée qui est interdite, et puis joie de la technologie, maintenant c'est les drones qui survolent les grèves et qui font s'envoler les sternes. Hein. Si vous connaissez un peu cet oiseau, vous savez qu'il est très sensible et que la moindre perturbation fait décoller l'oiseau et rend vulnérables les jeunes ou les œufs. Donc on a interdit le survol des drones pendant la période de la PPB.
Ça, c'est un panneau peut-être un peu violent comme ça au premier abord, mais en 2017, il y a un site où il y avait beaucoup d'infractions, beaucoup de gens qui venaient se baigner. Un jour, on est arrivé, il y avait 12 personnes sur la grève. Donc au milieu des sternes, il y avait 8 coupes de sternes. Et ça nous a obligés à faire une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 heures par jour pendant 20 jours. Donc en se relayant, en prenant des postes, hein, un qui avait le poste du matin, l'autre l'après-midi. C'était trop lourd. Et les gens nous disaient pareil, mais on ne savait pas, il n'y a pas de panneau qui nous dit que cette île est interdite. Donc on a, sur ce site en 2018, généré ce panneau-là, qui a été, je pense, clairement compris, parce qu'il est très simple à comprendre. Et puis ensuite, pour faire le lien avec les gens, on a 2 autres panneaux. On a le panneau en bas à droite, là. Et en fait, ça, on le met à la fin de la saison de nidification pour dire aux gens, bah voilà, grâce à vous, il y a eu tant de coupes de dictnem avec tant de jeunes, et ainsi de suite pour les autres espèces. Sauf que cette année, avec les crues tardives, la saison de nidification était décalée. Donc on les a prévenus ensuite par un autre panneau en haut, là, à droite, pour leur dire c'est super ce que vous avez fait, mais il faut pousser l'effort au-delà de la période de la PPB, puisque les sternes se sont envolés le 14 août de mémoire. Donc on a continué cette présence jusqu'au 15 août pour s'assurer de la nidification des oiseaux. Alors, est-ce que les panneaux nouvellement mis sur les grèves ont marché ? Donc ça, quand les gens finissaient leur balade en canoë, ou même pour les pêcheurs, on leur demandait. Donc il y a 75% des personnes donc, qui ont pratiqué une activité nautique qui ont vu nos panneaux, qui ont compris nos panneaux. Les 25 autres %, c'est souvent parce qu'ils naviguaient sur des zones hors APPB, donc il n'y avait pas de panneaux, logiquement, ou alors parce que nos panneaux étaient tombés. On a sous-estimé en fait, l'effet éolien sur les panneaux. Ils sont simplement accrochés en 2 points sur un piquet. Première fois, c'était des fils de fer Galva pour garder un peu de souplesse face au vent, mais il y avait trop de souplesse et le vent a déchiré les attaches. Et après, on les a boulonnés. Mais pareil, l'effet éolien a cisaillé les panneaux et il y a quelques panneaux qui sont tombés. Donc là, on a un système qui est perfectible. Mais mine de rien, voilà, 75% des gens ont été informés via ce biais-là. Et puis après, est-ce que les gens qui ont vu des panneaux terrestres, donc tous les panneaux que je vous ai montrés, là, tout confondu, est-ce qu'ils les ont lus ? Donc majoritairement, oui. Mais il y a quand même encore une part de gens qui voient les panneaux, mais qui s'en foutent en fait, et qui ne les lisent pas. Et pourtant, bon, on a mis 84 panneaux cette année. Donc on n'a pas fait dans la demi-mesure, mais on avait des secteurs où nos panneaux étaient systématiquement arrachés, donc les remplacements, ça compte. Mais voilà, et ça c'est vraiment une demande du public, parce que regardez, quand on demande aux gens, est-ce que vous connaissez la réglementation ? Ils me disent oui ou non, et quand ils disent oui, on leur demande par quel biais vous avez eu l'info ? Regardez, les panneaux c'est quand même ultra efficace, quoi. Hein, si on regarde, nous, les associations de protection de la nature, ou Natura, on n'est pas tous les jours, 365 jours par an sur site, donc les panneaux c'est quand même super pratique pour diffuser l'info sur la réglementation. Donc les résultats, cette année, donc, les inventaires plus la surveillance plus la sensibilisation, c'est 300 heures de présence sur le terrain, donc c'est pas rien, c'est un vrai investissement, un vrai coût. Donc merci à l'Adréal et à la région de soutenir la LPO dans ce programme. On a sensibilisé 455 personnes, donc 96 kayakistes. Voilà, 82 cartes sur la zone, quand même 24 infractions constatées, hein, c'est pas non plus la solution miracle, donc ça fait quand même 3 par semaine pendant la période de nidification, c'est quand même pas rien. Mais quand même, on a réussi pendant les 3 années de surveillance, donc 2015, 2017, 2018, à avoir des sternes qui s'envolent sur la basse ville du Doubs. Et avant 2015, la dernière année où il y avait eu de la repro, c'était 2009. Donc entre 2009 et 2015, il y avait eu des échecs systématiques, surtout liés à la perturbation des sites. Donc voilà, au moins pour les oiseaux, ça marche. Hop. Du coup, on va vite. Donc dans les actions à venir... Ok. Donc je vous ai mis dehors là, la plaquette qui a été réactualisée cette année. Donc avec Jean-Paul, on a travaillé d'arrache-pied à la réactualisation de cette nouvelle plaquette qui s'est voulue la plus pédagogique possible pour être la mieux comprise et la mieux lue. Ensuite, on a
Donc les fameux panneaux qui seront apposés à l'entrée des tronçons, donc les 3 fameux tronçons qui permettent de délimiter les zones dans lesquelles les grèves bougent le plus, donc au gré des crues, on a des nouvelles grèves qui se créent, puisque ce sont tous des oiseaux qui vont dépendre de zones de gravier les plus nues possibles, en tout cas pour les sternes et les petits gravelots. Donc on est sur les zones les plus dynamiques de la rivière. Et puis une amorce de travail avec le loueur de canoë pour avoir des supports pédagogiques à disposition au niveau du camping. Donc ça a été un travail qui est amorcé avec le conseil départemental du Jura, qui propose d'accompagner l'activité, et puis d'avoir des supports que les kayakistes emportent avec eux, donc sous forme par exemple de cartes collées sur les bidons. Bref, que le support existe tout au long du parcours de la descente. Et du coup, ça, on passe. Hop. On parlera de la CI une prochaine fois. Ok. Donc, du coup, les recettes, la recette peut-être qui peut être après transplantée dans d'autres sites, et nous, on pense par exemple pour le Val-de-Loire, c'est déjà une connaissance annuelle des espèces et de leur distribution, surtout sur des rivières mobiles. Une connaissance du public, bien connaître les gens qui fréquentent le site, c'est hyper important. Du coup, entamer et surtout entretenir un dialogue avec ces gens et aussi entretenir une relation avec les acteurs du territoire. Donc nous, vraiment spécifiquement, c'est les gens qui habitent sur place, parce que eux, leur première crainte, c'est qu'on leur interdise tout. Et la première chose à faire, c'est leur expliquer que non, un PPB, on ne les empêche pas de vivre ni de pratiquer leurs loisirs. C'est juste qu'il y a des règles à respecter. Et avec les professionnels du secteur qui pourraient voir la PPB comme une contrainte pour leur activité professionnelle, mais en parlant régulièrement avec eux, on arrive à les convaincre que non, que ça peut être un atout pour eux et le territoire. Ensuite, on a une forte présence sur le terrain. Si j'avais pu vous présenter l'exemple de la CEI, vous aurez vu que par absence sur le terrain, on a des effets qui vont être positifs une année et puis très négatifs une autre. Là, avec une forte présence sur le terrain, un dialogue des gens, on arrive à avoir comme ça des résultats qui se confirment d'une année sur l'autre. Il faut bien sûr déployer de l'information via des outils de communication donc variés, qui peuvent être évolutifs, qu'on a fait, vous voyez, donner des renseignements sur l'évolution de la reproduction aux gens quand ils viennent, ils reviennent. C'est super intéressant. Et puis surtout, vous avez vu, savoir par quel biais ils s'informent. Donc nous, on a vu que c'était vraiment les panneaux. On voit qu'Internet, c'est par exemple vraiment une minorité de gens qui arrivent à trouver l'info sur Internet. Donc nous, on sait que les panneaux, c'est le moyen, c'est le média qui est essentiel pour la communication et la préservation des espèces. Et après, on essaye d'impliquer le plus possible les acteurs dans la diffusion de l'info. Donc par exemple, Sophie relaie toutes les infos aux maires qui, eux, les relaient à leurs administrés. On essaye de mêler les loueurs de canoë, les campings, les agences du tourisme, et que toutes ces personnes-là, par elles-mêmes, diffusent aussi l'information. Et comme ça, on va décupler un peu l'effet de communication et de sensibilisation sur le secteur. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sophie et Alexis.